Vous êtes évidemment metteur en scène et surtout comédien, pensionnaire de la Comédie Française depuis 2010. Et lorsqu'on observe votre parcours depuis le conservatoire, donc évidemment, on voit que vous avez travaillé très vite avec divers metteurs en scène, et pas des moindres. On peut penser à Chéreau, par exemple. Mais on voit assez vite que dans votre… Pardon? Au conservatoire, oui. Ouais. On voit assez vite dans votre parcours que deux fils se distinguent. Il y a un fil Claudel et il y a un fil Pi. Et j'ai l'impression que ce fil, qui est enfin, ces deux fils même sont souvent entremêlés et commencent sans doute à s'entremêler à partir de 2003. Alors ça, c'est la première question que je voulais vous poser. Comment êtes-vous tombé dans Claudel et est-ce que c'est en 2003 grâce à l'invitation que vous a faite Olivier Pi? Oh, que de souvenirs là. Je crois que c'est Racine en fait qui m'a fait tomber dans le modèle, si je me souviens bien. Euh, bon, j'ai commencé Claudel avec le partage de midi. Ouais. Euh, donc là, on est au conservatoire. Donc on est rentré en 95, 96, 1997. C'est ça, ouais, 97, 98. Donc, juste avant, ouais, je travaillais sur Racine, Britannicus. Et puis, j'ai des petits soucis, je crois, et je rentre dans la lecture de la Divine Comédie. D'accord. Voilà. Et du coup, il y a un article qui est très très intéressant de Claudel, justement, sur Dante. Et c'est comme ça qu'en fait, je tombe dans Claudel. Et en même temps que je tombe dans Claudel, je tombe surtout dans Rimbaud. Parce qu'au départ, Claudel, ce n'est pas le théâtre que je lis, ce sont ses articles philosophiques, ses articles, ses critiques d'art, ses, ses interviews, conversations maraîchères. Ça m'amuse parce que ma famille, du côté de ma mère, est maraîchère. Euh, donc, ouais, donc je tombe en même temps dans Claudel et dans Rimbaud, en fait. Et donc là, voilà, on est bien avant 2003. Oui. Euh, En fait, je suis de toute façon toujours à la recherche de, comment dire, de la présence invisible. Pour moi, le théâtre, c'est quelque chose qui sert à ça, avant tout. Euh, et notamment à l'époque, ce que j'appelle les années d'étudiants, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans, euh, je, je furette partout, je suis dans une jungle de livres, une jungle d'études qui ont trait au sacré, à l'ésotérisme. Et donc évidemment, dans le théâtre français, je tombe sur Claudel, je tombe sur Rimbaud, je tombe sur, et c'est Racine en fait au départ qui m'y a amené. En fait. Racine étant pour moi la première vraie rencontre avec le sacré dans le théâtre, la possibilité de manifester la présence, évoquer la présence et puis de manifester par le théâtre la présence. Et voilà. Je décide en 2002, je crois, de, de partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. D'accord.
Oui, la figure de Saint Jacques étant surplombante dans le soulier de satin. Ouais. Et sans savoir ce que c'est, avec un sac beaucoup trop lourd. Et puis finalement, je fais 15 jours, puis je reviens, et puis il m'arrive plein de choses entre-temps, notamment la rencontre avec Olivier Py et par le soulier de satin, qui m'est annoncé, c'est pas le chapitre qu'on verra. Euh, donc on fait la création du soulier de satin, et puis finalement, je repartirai terminer le chemin de Saint-Jacques après, entre deux périodes de soulier de satin. Donc c'est comme ça que, enfin voilà, je suis comment dire, de toute façon dans cette recherche sacrée hein, dans le théâtre, donc forcément, à un moment donné, je tombe dans Claudel, forcément. Donc, vous aviez une expérience préalable avant d'affronter le monstre qu'est le soulier de satin, dans lequel d'ailleurs vous jouez un nombre de rôles très divers, à la fois des rôles plutôt comiques, voire bouffons, mais vous pouvez jouer aussi des rôles plus graves. Je pense en particulier au vice-roi. Et donc, vous semblez très bien placé pour parler de la multitude de registres, de la multitude de genres littéraires et théâtraux convoqués par Claudel dans le soulier de satin. Alors, est-ce que vous l'avez vécu ainsi? Vous avez-vous oui, oui, vraiment profiter de cette multitude Oui, je constitutive du vois soulier. ce que vous voulez dire. Totalement, totalement. Alors, le soulier de Satan étant une pièce très très longue, j'avoue, moi je ne l'avais pas lu. C'était vraiment euh, une pièce de Claudel que je n'avais pas lue. Et la première fois que je lis le soulier de Satan, je n'y comprends rien. Mais alors strictement rien. Heureusement que l'annoncier est là pour nous rassurer, hein. Et non seulement j'y comprends rien, mais en plus je ne comprends même pas mon rôle. Parce qu'Olivier me dit, donc tu joues le vice-roi, et Claudel, il appelle Rodrigue à un moment donné le vice-roi des Indes. Donc je crois que c'est moi. Donc je me dis, oh, il m'a donné un super rôle, dis donc. Et puis finalement, non. Et voilà. Et puis j'ai du mal à suivre l'histoire, je ne comprends pas bien, etc. Et c'est vraiment le contraste le plus grand entre la lecture et, et le fait d'être joué à voix haute, c'est de soulier de satin. C'est-à-dire qu'autant à la lecture, j'y comprenais rien, autant dès qu'il y a les acteurs étaient sur le plateau, c'était limpide, une simplicité. Une évidence. Oui, bah oui, 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 très content. D'ailleurs, votre rôle du vice-roi est également divers dans sa nature même. La première fois que le vice-roi apparaît, il jaillit véritablement sur scène, se chamaille avec ses camarades, et on a l'impression qu'il jaillit un peu comme il a jailli de l'esprit du sergent qui a inventé ce personnage, alors qu'on va on va retrouver le vice-roi un petit peu plus tard dans la grande idylle avec musique, dont Jenny Gastaldi disait, elle qui a joué musique en 87, que ça avait été une scène très difficile, celle de l'idylle dans la forêt, et elle trouvait que cette rencontre mystique et en même temps amoureuse était difficile à trouver. Alors, vous qui terminez quasiment en Adam dans la scène, est-ce que vous avez rencontré ces mêmes difficultés dans le rôle? Non, pas du tout. Non, je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Non, non. D'autant que j'ai travaillé ça avec Alexandra Tiklina et avec elle, il y avait une alchimie qui était telle que, en fait, non, non, on l'a vraiment vécu profondément. On l'a vraiment vécu avec une grande évidence, une grande force, une grande profondeur. C'est une expérience, une de mes expériences de partenariat les plus fortes avec Alexandra. Et cette époque était pour nous incroyable. Euh,
Alors moi, en plus, j'avais commencé à travailler le rôle là où il est écrit, c'est-à-dire sur la voie appienne, D'accord. Ah oui, d'accord. la via appia. Oui, parce que, comme je vous disais, je ne comprenais pas grand-chose, moi, au texte. Enfin, la scène, ça allait, hein, la scène en elle-même, ça allait. Mais j'avais besoin de. Ben, comme j'ai été sur le chemin de Saint-Jacques, là, j'avais besoin d'être sur la via Appia pour comprendre, mais pourquoi, en fait, ce vice-roi de Naples marche-t-il sur la via Appia? Quel sens ça a? Pourquoi Claudel le situe là? Et j'ai compris, une fois arrivé là-bas, pourquoi. C'est-à-dire que sur la via Appia, de chaque côté, il y a les tombeaux des premiers chrétiens. Ça, c'est très important euh, de savoir ça, euh, d'imaginer ça. Il y a, vous savez, au début du christianisme, le christianisme était illégal. À Rome, on n'avait pas le droit d'être chrétien. Si on était chrétien, on se faisait attraper et puis on se faisait ou tuer, ou crucifier, ou manger par les lions dans le cirque. Voilà. La figure du martyr. C'était une religion illégale. Donc, on n'avait pas le droit de la célébrer. Donc, on la célébrait clandestinement. Et donc, on la célébrait clandestinement. Et on n'avait pas non plus le droit d'enterrer les morts de manière chrétienne. Donc, on le faisait sous terre. Donc, il y avait des galeries qui étaient, comment dire, voilà, il y avait des galeries et c'est là qu'on célébrait les messes, et c'est là qu'on enterrait les morts, etc. Par la suite, Rome est devenue, comme la religion est montée, et puis bon, tout ce qu'on interdit en général devient se diffuse. Plus vous interdisez, plus vous diffusez. Hein. Ça, c'est une règle de la vie. Donc finalement, le christianisme est devenu la religion de Rome, hein, à partir de 350. Hein. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, et pas avant, que le Nouveau Testament est créé. Le Nouveau Testament n'existe pas entre la mort de Jésus et les évangiles n'existent pas entre la mort de Jésus et 350. Oui. Et donc, à partir de là, on a pu faire des tombeaux donc, sur la voie appienne, de chaque côté, mais des tombeaux, cette fois, qui sont à ciel ouvert. Et la voie appienne, c'est la route qui mène de Rome jusqu'à Naples. C'était une voie romaine hein, qui était comme une espèce d'autoroute hein, qui menait de Rome jusqu'à Naples. Elle était tellement bien construite qu'aujourd'hui, elle est encore pratiquement intacte. Et donc, voilà, on est, à ce moment-là, tout ce que je vous dis, évidemment, ça n'a pas à voir avec le texte, mais... Ça vous aide à entrer dans la dimension spirituelle de la pièce, sans doute? Oui, bien entendu. De toute façon, dans toute poésie, il y a une dimension littéraire, bien sûr, une dimension purement technique de la phrase, purement dramaturgique, théâtrale, etc. Mais bien sûr, tout ça n'est là que pour raconter quelque chose. Tout ça n'est là que pour capter l'âme des choses. Le texte, il est là pour. Je veux dire, c'est un moyen, ça n'est pas une fin. Donc, pour entrer dans un texte, et notamment celui-là, et à l'époque, j'étais quand même assez débutant, donc il fallait que j'aille sur cette voie. Quoi. Et donc voilà, ce qui veut dire que le roi de Naples, le vice-roi de Naples, eh bien, c'est un roi
d'abord extrêmement extrêmement spirituel, enfin, oui, à l'esprit clairement spirituel catholique romain, hein, puisque à l'époque il y a différentes voies hein, du christianisme. C'est quelqu'un qui marche au milieu des morts, en fait, voilà, et qui, au milieu des morts, sourit. Va tirer cette joie, en fait, d'être au milieu des morts, parce que, en fait, la mort n'existe pas. Le fil de la joie, il est vraiment très net dans la scène avec musique. Hein. Ça, Et oui, voilà, c'est ça. La mort n'existe pas. Seul compte, donc voilà, seul compte la pleine conscience de la joie d'être. Et le fait de le dire, de l'exprimer, de le transmettre. Donc c'était un personnage très très solaire, très très joyeux. C'est ça qui était difficile pour moi au départ. C'est ça qui était difficile. C'était heureux. Heureux, oui. Oui. La joie est l'un des mots-clés notamment de cette scène-là, mais le jeu le porte également. C'est dur à jouer la joie. C'est dur, c'est dur. En fait, c'est beaucoup plus dur que la tristesse. Oui. La tristesse, parce que on parle vraiment de la joie, pas juste le fait de sourire et de faire ah ah ah, je suis content. Non, non, non. C'est vraiment la joie, la libération. On ne peut pas être heureux si on n'a pas traversé l'enfer. On peut dire qu'on est heureux. On peut faire semblant. Oui, c'est d'ailleurs ce que dit Pélage à Prouès. Hein, les seuls moments où il l'a vu sourire, ce sont les jours de malheur en Afrique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le message spirituel du christianisme, mais d'à peu près toute les spiritualités, je crois, c'est simplement la sagesse. Hein. Et est-ce que parmi les divers rôles que vous avez traversés dans la pièce, donc on peut penser à Don Mendes Leal, on peut penser également à Alcindas, et les rôles plus secondaires de soldats, de commis par exemple, est-ce que vous diriez qu'il y a tout de même une unité dans ces rôles? Est-ce qu'il y a un jeu claudélien ou pas? Ou est-ce que c'est une diversité qu'il faut appréhendée comme telle? Un jeu claudélien, c'est lui dit, il y a une présence. Mhm. Quand on travaille avec Claudel, on travaille avec Claudel à côté de soi. Une personne, vraiment. On le sent. On sent qu'il est là. On sent que lui est là. C'est un peu, comment dire, Presque mystique. ouais, c'est un peu gothique ce que je dis, mais c'est vrai, on sent qu'il est là. Oui, et Et c'est bien au-delà de la dimension autobiographique que l'on peut repérer dans ces textes. Il y a une vraie présence, oui, oui, presque. oui, oui, tout à fait. Ah, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi lui, enfin, je me suis toujours demandé et en même temps je le sais. Je ne sais pas, c'est quelque chose d'étrange. Je pense que je comprendrai ça beaucoup plus tard dans ma vie. Pourquoi, Claudel, moi, je ne sais pas. Oui, c'est une question que j'allais vous poser, hein, parce qu'à partir de 2003, vous nous disiez que ça avait commencé avant cette rencontre, mais on relève au moins 5 spectacles autour de Claudel. Et si vous voulez, le jeu claudélien, on était sur cette question-là. Euh, je ne dirais pas qu'il y a un jeu claudélien. Enfin, si, quand même, il y a des paramètres simplement techniques euh, qui, par lesquels, si on ne passe pas par ces paramètres techniques,
c'est comme de rentrer dans une église en short et avec un appareil photo. On peut le faire. C'est pas un crime. Mais on sent rien, quoi. Si on veut sentir quelque chose, il n'est pas obligé de sortir les choses. Hein. On peut très bien passer son temps en short à prendre des photos, il n'y a pas de problème. On, on a le droit de s'ennuyer, tout le monde a le droit de s'ennuyer. Et donc, voilà, il y a évidemment une rumination, une macération du texte qui est commune à chaque rôle. Hein. On n'articule pas Claudel. C'est le respect du verset. Oui, oui. C'est je veux dire, c'est une telle musique que c'est incantatoire. Alors après, il ne s'agit pas de faire mais si on ne respire pas au bons endroits, si on n'articule pas comme il faut, si on ne passe pas tout son temps, toute la journée, du matin au soir, à macérer le texte, bon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Si on ne fait pas ça, évidemment, rien n'apparaît. Évidemment, on peut très bien dire que c'est nul, ça m'ennuie. Évidemment. Et c'est comme Rimbaud, c'est pareil. Alors, ce sont des textes qui sont très. Quand on dit le verbe se fait cher, vraiment, voilà, Claudel, c'est vraiment. On sent vraiment que le verbe se fait chair avec une force, une puissance qui vous transforme, qui vous porte, qui vous. C'est comme le chemin de Saint-Jacques, ça vous donne une force incroyable, physique, émotionnelle, ça vous donne une intelligence. Ça, comment ça vous donne une intelligence? C'est pas. Ça vous fait rentrer dans le monde de l'intelligence, dans le monde des idées. Quoi. Voilà. Vous avez affaire à ça. Voilà. Donc le jeu claudelien, voilà, ce serait ça. Et à partir de là, évidemment, il y a du tragique, il y a du comique, il y a du fond, il y a du quotidien, il y a du très vertical, du très, très mystique, du très trivial, du très, très incompréhensible. Pour le sujet sapin, il y a quelque chose d'incroyable, c'est le saisissement du temps. Ça, c'est une expérience incroyable, incroyable. Les représentations durant forcément très longtemps, 12 heures, 13 heures. Je me souviens que, à force de les jouer, moi, j'avais l'impression que ça devait être comme un spectacle normal, c'est-à-dire 2 heures, 2 heures et demie. Une banalisation de cette chronologie hors norme. Incroyable, incroyable. Ça m'a fait comprendre que la perception qu'on a du temps est complètement illusoire. Complètement illusoire. Quand quelqu'un dit oh là là, c'est long, ça dure longtemps, c'est pas ça qu'il dit. Il dit je ne suis pas au bon endroit, c'est tout. Parce que le temps, ça n'existe pas du tout, en fait. Et avec Soulier de Satin, moi j'ai fait cette expérience-là, une grosse fois, ça passe à une vitesse incroyable. Quand on joue, alors que pour le spectateur, peut-être un petit peu plus, parce que lui c'est la première fois, donc il y a encore des. Ce qui fait la longueur du temps, en fait, c'est ce qui emprisonne l'âme. Vous savez, la dernière phrase de Soulier de Satin, délivrance aux âmes captives. Et je peux dire que je pense que ce qui peut faire
3, percevoir le temps comme quelque chose de long, comme quelque chose de fastidieux, comme quelque chose comme on dit, interminable. C'est, ce, ce sont toutes des choses qui peuvent emprisonner l'âme. Alors, les barrières psychiques, les tabous. Après, on appellera âme suivant la terminologie qu'on a bien envie de choisir, ou mystique, ou spiritique, ou en tout cas, c'est cette expérience-là qui me frappe le plus, c'est le saisissement du temps, comme la sensation, comme on dit, d'être hors du temps, mais aussi c'est plutôt la sensation d'être dans le temps, d'avoir le temps. Et cette expérience, elle passe par le fait que pendant l'ensemble de la représentation, même lorsque vous ne jouez pas, vous êtes tendu vers la représentation et qu'il n'y a pas de moment où vous sortez, par exemple, pour vous reposer ou pour dîner. Voilà. Non, non, vous êtes pendant les… Ah, et c'est pareil, se reposer, mais de quoi, mon Dieu? Se reposer de quoi? Non, mais c'est vrai, on est tout le temps là, je suis fatigué, il faut que je me repose. De quoi? Non, c'est justement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de jouer n'est pas plus fatigant que le fait d'être dans sa cuisine. Quand vous êtes dans votre cuisine, quelle différence avec le fait d'être sur scène en fait? Quand vous jouez, vous jouez, quelle, quelle différence entre le fait de vivre sa vie quotidienne, quelle différence en fait? Quelle énergie on utilise en plus? Donc, si chaque chose qu'on vit, il faudrait s'en reposer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, non, en fait, on dit sortir du spectacle, sortir de. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire entrer dans le spectacle, entrer dans le rôle? Ça voudrait dire faire l'effort de distinguer que moi, je ne suis pas le personnage, que le personnage n'est pas moi, qu'en fait, il ne fait rien. Et, et même si on faisait ça, est-ce que ça ne demanderait ça ne demande aucun effort, ce sont simplement des choses qui se passent dans l'esprit. Donc, en fait, quand le spectacle prend toute la journée, on se rend compte de cette chose toute bête, c'est que d'être sur scène, ça n'est pas très fatigant. En fait. La différence entre la cuisine et puis le jeu, c'est sans doute l'expérience même du temps, cette conscience du temps dont vous parliez tout à l'heure, C'est ça, c'est ça. là qui est commune à l'acteur et au spectateur. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Et c'est là où on rejoint d'ailleurs euh, la catharsis entre le spectateur et l'acteur. On fait la représentation ensemble. Absolument. Votre regard, spectateur, est autant important que moi, ma débauche d'énergie. Je pars, je bouge, je marche, je m'assois. Oh, oh, comme c'est fatigant, non, comme c'est impressionnant. Non, c'est pas impressionnant. Vous pouvez le faire aussi. Vous. J'ai essayé, oui, en 2003. Non, enfin voilà. Je voulais vous demander, oui, si dans L'âme et le verbe, sur la filiation Rimbaud-Claudel, il y avait des extraits du Soulier ou s'il aurait pu y en avoir. Voilà. Parce qu'il y a du Rimbaud, semble-t-il, dans le Soulier. Est-ce que vous souvenez en avoir extrait des éléments? L'âme et le verbe, c'est quelque chose que j'avais fait pour un théâtre à Strasbourg.
C'était un montage de texte. Je me souviens plus bien de ce truc, en fait. Je crois que c'est l'époque où j'ai monté la cantate à trois voix. Et Ouais, la puis, même année, ouais, 2008. Ouais. je sais, vous avez fait des recherches internet, je ne sais pas, il y a peut-être un. J'ai pas trouvé énormément de choses, c'est pour ça que j'étais assez content de vous poser la question. Mais Vous n'avez pas trouvé quoi? j'ai pas trouvé beaucoup de choses, non. Non, mais c'est pas grand-chose, là, mais le verbe. C'est pas. D'accord. Non, 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 Trois c'était fois rien, trois fois un rien. montage de texte comme ça, qui me permettait, moi, de jouer une saison à l'enfer. Et puis, je crois, la cantate à trois voix que je promenais avec trois quatre actrices, trois actrices. Et il y avait la lecture de lettres, des lettres d'Isabelle Rimbaud. Mais moi, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur Rimbaud, j'ai beaucoup plus travaillé sur Rimbaud que sur Claudel, en fait. D'accord. À partir du moment où Claudel, parce que c'est Claudel en fait, qui m'a amené à Rimbaud, j'ai mis un petit peu Claudel de côté. Je suis beaucoup plus proche artistiquement de Rimbaud que de Claudel, qui pour moi est beaucoup trop construit. Moi, je suis une personnalité beaucoup plus souple et déconstruite et chaotique que Claudel. Euh, c'est exigeant dans le travail qui m'a conduit à être assez seul à des moments de ma vie, et notamment à la fin du conservatoire, je ne voyais vraiment pas avec qui je devais travailler, je ne voyais vraiment pas qui voudrait travailler avec moi. Et je me suis posé cette question, c'était est-ce que toi tu as envie de travailler avec moi? Et c'est là que, comme je sortais d'un gros travail avec les nouvelles, et c'est là que j'ai rencontré le texte Une saison en enfer à deux. J'ai ouvert le livre et ça a été comme dans Harry Potter. C'est la lumière qui sort du livre et qui. Une illumination, Ouais, vraiment. qui est comparable à celle de Claudel en 86. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On Vraiment. découvre un beau. Pareil, j'avais pas lu Rimbaud. Enfin, je connaissais que ce qu'on apprend à l'école, le Dormal, des trucs comme ça. C'était pas grand chose pour moi. Et puis ensuite, ça a changé ma vie. Claudel et Rimbaud, ils l'ont détruite, ils l'ont reconstruite, ils l'ont redétruit, ils l'ont reconstruit. C'est vraiment, je me sens vraiment en tant qu'acteur, avant tout, un interprète de Claudel et de Rimbaud, avant tout. Du moins, pendant longtemps, je me suis conçu, je me suis vu comme ça. Après, aujourd'hui, c'est un peu idiot de dire des choses comme ça, je trouve, parce qu'un acteur, c'est un acteur, quoi. Mais je suis un acteur de théâtre, ça, c'est sûr. Mais c'est un peu idiot de dire simplement de Claudel ou de Rimbaud, parce qu'il y a aussi Molière, il y a aussi. Bon, c'est pas intéressant. Vous avez joué une dizaine de fois pour Olivier Py. Il y a un compagnonnage entre vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi sa vision du théâtre se rapproche de la vôtre, en quoi vous pouvez vous retrouver? Parce qu'on est quand même assez frappé du nombre de fois ces dernières années encore où vous avez pu travailler ensemble. Olivier, c'est un compagnonnage, c'est-à-dire que Olivier, c'est un véritable poète.
un véritable inspiré. Olivier, pour le coup, lui, est très proche de Claudel, dans le sens où il est à la fois inspiré, complètement vivant, et la capacité de canaliser à travers son écriture ces mouvements d'âme d'une manière pratiquement automatique. Écrire devant moi, c'est impressionnant. Pratiquement, c'est comme je disais tout le temps, quoi. C'est impressionnant, vraiment. C'est comme un logiciel. Bon. Et donc, oui, Olivier, c'est une histoire évidente. Ce n'est pas nous qui faisons la musique, elle est là, rien n'y échappe. C'est une phase de donner la musique, je crois. Rimbaud lui dit, il parle du cuivre qui s'éveille clairon. La matière qui d'un coup se retrouve formée de cette forme-là. Quand on parle d'inspiration, on parle de ça. On parle du fait que ce n'est pas l'intellect qui forme les choses. On peut essayer de, comme on dit, régler ses problèmes, d'intervenir sur les choses, certains disent construire, certains disent construire. En vérité, c'est quelque chose qui nous construit, c'est quelque chose qui nous règle, c'est quelque chose qui nous inspire. Et l'artiste, lui, il a juste l'unité de laisser passer cette chose à travers sa pensée, de valoriser son intuition, inspiration, et de simplement travailler à muscler son expression, organiser son expression, magnifier son expression. Travailler. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est souvent Plus simplement. une confusion souvent sur la notion oui, autour de la notion d'inspiration, c'est vrai. Même chez Rimbaud, il y a du travail, quoi. Oui, bien sûr, il y a du travail, oui. Bien sûr, bien sûr. J'ai eu la chance de me retrouver face à des manuscrits d'une saison en auteur. Il y a du travail, c'est pas Flaubert non plus. Hein. Flaubert étant un inspiré, mais alors lui qui pousse la machine travaille. Et tu trouves des choses magnifiques d'ailleurs. Quand un amateur de dire Flaubert, mais Olivier, bon, bah, on n'a pas besoin de se parler pour travailler. Il n'a même pas besoin de faire une expression pour que je sache ce qu'il veut. D'ailleurs, je sais qu'il ne veut rien. Et lui, il sait que je sais qu'il sait, etc. Je veux dire, parfois même, il n'a même pas besoin d'être là. Non, physiquement, je veux dire, il n'a pas besoin d'être là. Une fidélité au-delà, voilà, au-delà de toute distance. C'est deux personnes qui connaissent la force de l'évidence, quoi, c'est tout. C'est tout. Compagnonnage, au-delà du compagnonnage artistique, c'est. Oui, c'est une évidence artistique.
Pour terminer, j'aimerais vous poser une question à propos de la captation du spectacle vivant. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas vu le Vitesse de 87, dont le DVD Non. sort ces jours-ci, mais peut-être avez-vous vu la version dans laquelle vous jouez, celle captée en 2009. Et je voudrais vous demander, donc, est-ce que vous l'avez vu et quel est votre rapport, vous, à la captation? Est-ce que vous l'utilisez au cours du travail ou peut-être dans une dimension pédagogique? Que faites-vous de la captation, vous, au quotidien? Je la donne. Regarde pas. C'est ce que nous... Oui, 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 Philippe Girard nous a dit à peu près la même chose. Je regarde déjà pas la télévision, je regarde même plus de films, plus rien du tout. Donc, si vous voulez, encore moins moi, en train de faire du théâtre, quoi. À chaque fois que j'ai regardé quelque chose de moi au théâtre, je peux pas. Et ça m'intéresse tellement pas, quoi. C'est même pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas. Je l'ai vécu de l'intérieur. C'est comme si on, je sais pas, ça m'intéresse pas du tout. Ça, ça m'ennuie pas non plus. Mais donc non, je n'ai pas regardé. Et aucune de manière générale. Non. Je vous dis, moi, si j'ai voulu faire du théâtre, justement, c'est pour ne pas être spectateur. Donc, j'étais très frappé par l'émergence de l'écran dans notre vie, dans la vie des êtres humains. Je suis né en 1972, donc si vous voulez, à l'époque, on n'était pas encore là, mais ça me frappait déjà. Euh, et moi, j'ai voulu vraiment en faire de ma vie. Euh, euh, j'ai voulu me saisir de ma vie, en fait. Ça m'effraie la manière dont on peut se faire mener, entraîner par le spectacle de la télévision, de l'actualité, comment ça peut empêcher de la liberté intellectuelle. Que tout soit médiatisé par un écran. Oui, oui. Donc, donc, dans un premier temps, j'avoue, et c'est marrant, c'est peut-être une époque où je suis en train d'y revenir, parce qu'on peut justement voilà, avoir des conversations de ce type à travers ces écrans. Donc, on peut maintenant agir dessus. Et donc là, ça m'intéresse peut-être un peu plus. Ça m'intéresse un peu plus. Mais je vous dis, je ne regarde pas, j'arrive pas à regarder. Euh, ça fait maintenant 30 ans que je suis acteur. Et puis les 10 dernières années ont été très, très éprouvantes. Beaucoup de spectacles à la Comédie Française, beaucoup de rôles, beaucoup d'histoires, beaucoup d'images intérieures, beaucoup de pensées intérieures, beaucoup. C'est vraiment devenu une machine. Et donc, le fait de regarder quelque chose, n'importe où, quoi. Donc, non, je n'ai pas regardé, et encore moins ce que je fais, sauf pour des raisons techniques, voilà, comment quel est mon meilleur profil, est-ce que je cligne pas trop les yeux, voilà, améliorer moi ma performance d'acteur visuel, mais je suis incapable d'entrer dans une fiction autrement qu'en la jouant aujourd'hui, complètement incapable. Le, le, le muscle qui permet ça est complètement atrophié. Donc c'est un
derniers mois ont dû être assez difficiles. On a vu une multitude de contenus vidéo, notamment de captation. La Comédie Française y a contribué aussi pendant le confinement. Comment vous, est-ce que vous êtes situé? Comment avez-vous vécu cela? Est-ce que c'était faute de mieux, par dépit, ou est-ce que vous avez trouvé un minimum de sens? Enfin, ça a dû être très particulier. J'ai adoré ça. J'ai Oui, adoré ça. Et c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure. Euh, j'ai- moi, j'ai travaillé tout autant pendant le confinement que pendant d'ordinaire. Mais j'ai adoré ça parce que ça faisait un petit moment que je faisais des petits films avec mon iPhone, etc. Et puis, il s'est trouvé que je devais commencer une classe euh, avec Courteran. Je devais faire un travail sur Molière pendant les 3 mois, mars, avril, mai. Donc, c'est tombé en plein confinement. Donc, j'ai été obligé de me servir de Zoom, par exemple, etc., de faire du Skype avec plein de gens, plein de personnes, d'utiliser toutes les messageries possibles et imaginables pour s'envoyer des contenus, vidéos, pour travailler, et faire en sorte de faire tomber complètement la barrière du média. Quoi. En tout cas, ne pas pas, pas la faire tomber, mais sans, commencer vraiment à s'en servir euh, de manière forte, quoi, puissante. Quoi. Et donc, j'avoue, j'ai passé tout mon temps devant l'écran sur mon iPhone et de manière positive, complètement positive. C'est l'être humain qui a inventé ça, quoi. Non, mais c'est nous qui avons inventé ça. C'est pas les extraterrestres. Si on a inventé ça, c'est pas pour rien. il faut l'assumer. Il faut non seulement l'assumer, mais en plus, il faut l'aimer maintenant. Mais oui, souvenons-nous, quoi, il y a encore pas très longtemps, quelqu'un qui marchait avec un téléphone dans la rue, il était méprisé, il était oh, comme si il fallait téléphoner dans la rue maintenant. Regardez aujourd'hui, ça ce sera pareil bientôt. Et au même moment, il arrive cette maladie qui oblige tout le monde à rester chez soi,